Deuxième vidéo sur l'invisibilité. Le sujet chemine chez moi et j'avais envie d'y rajouter la blessure du rejet. Parce que il est évident que le fait de se sentir invisible provient en fait de la blessure de rejet, qui prend sa source au départ dans la famille, et aussi dans une éducation de nos parents très axée sur l'obéissance. Qui fait que on a vu la dernière fois l'importance en fait de cette phase de 0 à 7 ans pour voilà, la partie corporelle, la structure. Donc ça, c'est clair que ça vient déjà inscrire une empreinte au niveau de l'aura. Mais cette blessure, enfin ce manque d'ancrage, va ensuite se renforcer dans la deuxième étape de l'enfance, de 7 ans à 14 ans. On parle souvent de l'âge de raison, 7 ans. Et c'est à partir de 7 ans, de 7 à 14 ans, que se construit le corps émotionnel. Et le corps émotionnel, bah, forcément, il va se construire dans le relationnel. Et selon la ligne que l'on a dans notre sphère QE, donc c'est le QE qui est notre sphère émotionnelle, eh bien, on va voir un modèle relationnel qui s'est construit en fait dans l'enfance. Et si on n'a pas été vu, si on n'a pas été entendu à partir de ce moment-là, 7 ans, c'est le moment où on a besoin en fait d'exprimer qui on est. On commence à développer une certaine aisance dans l'expression orale et on a besoin en fait d'exprimer un certain nombre d'idées. Sauf que si dans ton enfance, eh bien, tes parents à table, par exemple, ne te donnaient pas le droit à la parole, si tu cherchais à manifester un désaccord, par exemple, tes parents voulaient que tu fasses du piano, mais toi, tu exprimais que ça ne te convenait pas, ou tes parents voulaient que tu apprennes par cœur tes leçons, et toi, tu estimais que il y avait une autre manière en fait d'apprendre. Donc tu cherchais en fait à manifester ce je suis, ton je suis qui est ton âme, ton essence, ta façon de fonctionner. Si cela n'a pas été entendu, alors bah, voilà, de nouveau, bam, rejet. Et le rejet va faire que le rejet extérieur va faire que toi-même, finalement, tu vas apprendre à te rejeter toi-même. Tu vas comprendre que finalement, ce je suis, bah, n'a pas de valeur. C'est ça que tu vas croire. C'est un mensonge, mais c'est ce que tu vas croire. Et à partir de ce moment-là, de ce mensonge, le mensonge va devenir des pensées. Tu vas, à ce moment-là, chercher à comprendre comment répondre aux besoins de l'autre. Ah ça, tu vas faire ça très bien, hein. C'est là où on va développer une grande empathie, mais l'empathie, finalement, dans le côté ombre, va t'apprendre à te suradapter. Et ce mensonge que tu vas créer à l'intérieur de toi, eh bien, ça va devenir une névrose. Tu vas tordre en fait la réalité. Tu vas plutôt que te dire j'ai de la valeur et bah, mes parents en fait n'ont pas cette capacité à me comprendre ma différence parce que on n'est pas au même niveau en fait de conscience. Toi, tu vas penser l'inverse en fait. C'est toujours l'humain en fait dans ses peurs se voit toujours supérieur ou inférieur. Et donc, tu vas te sentir rejeté, ça va être une croyance. Et le rejet, en fait, finalement, tu vas apprendre à le justifier. Bah oui, je suis rejeté parce que je suis nul, parce que je n'ai pas de valeur, parce que je ne fais jamais comme les autres, parce que, voilà, peu importe, parce que on n'a pas confiance en moi, ou voilà. En tous les cas, le je suis que tu es bah, n'est pas valorisé, n'est pas
soutenu. Il y a vraiment cette notion, les parents, dans le côté positif, doivent être là au service de l'enfant, de l'unicité de l'enfant. Ce sont les parents, finalement, devraient être les premiers thérapeutes au service de l'enfant. Aider l'enfant à construire sa confiance en soi, son estime de soi, l'aider à trouver sa place dans la société, l'encourager à aller de l'avant, l'encourager à écouter, non pas le forcer, non pas le pousser, mais l'encourager, euh, l'écouter, écouter ses besoins, écouter ses résistances, écouter ses peurs, être là pour lui. Mais si tes parents, en fait, n'étant déjà pas là pour eux-mêmes, n'ont pas eu, en fait, cette qualité d'écoute, mais d'écoute générative, d'écoute, encore une fois, empathique, eh bien, toi, tu as construit la croyance que tu n'étais pas assez, que, voilà, que tu ne méritais pas d'être là. Et donc, ça a construit, voilà, ce réflexe de rejet de soi. Alors, ce qu'il faut comprendre, comment on fait en fait pour sortir de cette blessure de rejet? Eh bien, la première des choses, ça va être de ne plus, de lâcher l'espoir que tes parents, un jour, vont te reconnaître. Eh non, malheureusement, ça va falloir lâcher. Et c'est une première étape de faire le deuil de l'espoir, de l'amour de ses parents, de faire le deuil de l'espoir, de la sécurité, de l'écoute de sa différence, etc. La deuxième étape, ça va être de reconnaître ta blessure de rejet et d'être un thérapeute pour toi, d'être dans l'autocompassion, d'aller à la rencontre en fait de cette part de toi qui n'a pas été entendue, de cet enfant qui a été renié, de cet enfant qui n'a pas été reconnu, de cette blessure en fait à l'intérieur de toi. Et de respirer dedans et de lui apporter de l'amour. C'est comme si, en fait, on allait à la rencontre de l'enfant blessé. C'est même pas comme si, c'est on doit aller à la rencontre de cet enfant blessé et d'être, c'est l'adulte, ta version adulte, qui est témoin en fait de la blessure de l'enfant. C'est comme si tu te dédoublais et que tu développais en fait cette posture de témoin. Ok, je témoigne, je vois qu'en moi il y a un enfant qui est profondément blessé. Et quand on le fait avec un thérapeute, eh bien ça a encore plus de pouvoir parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là justement pour te soutenir. Quand la blessure a été vraiment profonde, car en fait, si elle se répète de 0 à 7 ans et de 7 ans à 14 ans, il y a très souvent un espèce d'effondrement, en fait, identitaire. Et le fait d'aller à la rencontre de cet enfant blessé va raviver, en fait, la blessure. Et c'est souvent ce que ton ego a construit, une sous-personnalité, le même pas peur, ou au contraire le timide, pour ne pas aller raviver en fait ces blessures. Donc le fait de le faire avec un thérapeute fait que tu vas pouvoir bénéficier de sa présence justement et ça va guérir en fait. Il est là, lui te voit, lui témoigne en fait de cette blessure et reconnaît cette blessure en toi. Il reconnaît la victime en toi. Et c'est la première étape de reconnaître la blessure en toi pour que toi-même, en fait, tu puisses enfin être en contact, reconnaître et lâcher, en fait, les émotions qui n'ont pas pu être libérées à ce moment-là. Et ça peut être des blessures aussi parce que la blessure de rejet est en écho avec la blessure d'injustice. Il peut y avoir beaucoup d'injustice, surtout dans les familles où tu as été particulièrement touché
non reconnus et que par contre tes frères, tes sœurs, eux, ont reçu toute l'attention en fait. Donc là, il y a aussi cette blessure d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi moi, on ne m'aime pas? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on m'écoute pas? Alors qu'on écoute mon frère et ma sœur. Waouh, ça c'est ça fait souffrir en fait. C'est vraiment une grosse blessure. C'est encore pire en fait que si c'est juste une éducation. Si tout le monde est mis à la même enseigne, ah ok, on peut quand même justifier. Mais si tu vois que tes frères et sœurs, eh bien, on les écoute, on les valorise, on les met sur des piédestals et que toi, en fait, quoi que tu fasses, eh bien, ce n'est jamais assez, c'est pas comme il faut, etc. Ça crée une énorme souffrance. La souffrance de la différence. C'est cette blessure de la différence. Je suis différente, alors c'est pas, on ne m'aime pas parce que je suis différente. Alors du coup, il y a une sous-personnalité qui va se développer, un faux self, comme on dit, qui va se développer pour être comme tout le monde. Ah bah oui, je vais apprendre à faire comme tout le monde, à me marier comme tout le monde, à trouver un mari, à faire un travail comme tout le monde, à peu près. Et dans cet espoir d'être un jour enfin intégré, reconnu, valorisé. Sauf que en faisant ça, eh ben, tu rejettes ton unicité. Ton âme, elle n'est pas faite justement pour être comme tout le monde. Et oui, bienvenue, bienvenue parmi les extraterrestres qui sont là justement, eh bien, pour travailler plutôt sur l'intériorité, sur le voyage intérieur et non pas l'ego extérieur en fait. C'est ton chemin d'âme. Alors, la blessure, en fait, de rejet, elle prend sa source dans ton chemin de vie, évidemment. C'est ton âme, en fait, qui est en lien avec les karmas. Le karma étant tes anciennes vies. Euh, Parce que nos parents, finalement, ne sont pas la cause. La cause est plus loin, en fait. Les parents sont juste la manifestation, t'aident juste à identifier quelle était justement euh, la, ce que tu dois, comment dire, la blessure, la, la désharmonie, le déséquilibre. Voilà, je cherchais le mot. Tes parents, finalement, sont juste là pour te montrer comme un miroir les déséquilibres que tu es venu guérir et réparer. Merci maman de me montrer le côté dépressif combien eh bien mon âme était complètement morte en fait à force de me suradapter. Merci papa de me montrer à quel point je suis déconnectée en fait de ma joie de vivre. Merci papa de ne pas me voir parce que en fait je ne me voyais pas moi-même. Tu vois? Et c'est ça les relations de 7 à 14 ans, donc on va vivre un certain nombre de, d'épreuves, de situations qui sont là, en fait, pour venir nous rappeler les relations, enfin, encore une fois, les déséquilibres relationnels que nous avions construits dans une vie antérieure. Et donc, très souvent, la blessure de rejet, eh bien, elle est là parce que on s'est rejeté nous-mêmes, on s'est complètement rogné dans une vie extérieure. Et on va recréer de manière encore plus profonde, en fait, on va monter encore le volume, en fait, du déséquilibre, parce que quand on crée un déséquilibre, eh bien, notre âme, elle a qu'une envie, en fait, c'est de rééquilibrer les choses. Tu es venu revivre, en fait, recréer ce déséquilibre grâce à tes parents afin de te pousser à travailler sur le rééquilibrage, en fait.
Et c'est ça notre mission de vie. Notre mission de vie est juste de rééquilibrer notre karma. Et ça s'appelle le dharma. Le dharma, c'est ce vers quoi tu dois aller, et c'est les deux sphères, en fait, la sphère de la radiance et le sphère de la destinée qui nous montrent en fait la direction. Moi, par exemple, c'est la mission de l'aventure. Ah ouais, je suis là en fait euh, pour transformer mon ombre de faim. La faim, c'est voilà, je suis assoiffée de faire des choses, mais non pas avec le cœur, mais dans le but de combler une blessure, euh, de faire comme tout le monde, mais c'est mon mental. C'est parce que le système nerveux, quand le système nerveux est activé, est en souffrance, quand on a vécu en fait de la maltraitance, eh bien, c'est le système nerveux qui va sans arrêt en fait être en mode alerte. Et pour ne pas souffrir en fait, pour ne pas ressentir eh bien, cette souffrance de ce mode alerte, alors je vais me précipiter. Et ma radiance, c'est l'impatience, impatience, patience. Donc je dois sortir en fait de l'impatience, aller me poser à l'intérieur de moi, ne plus être dans voilà, dans cette course de faire des choses à l'extérieur, mais juste me poser à l'intérieur, d'aller à la connexion justement eh bien, de mes souffrances intérieures, de mes émotions, et pour me remettre en vibration avec le cosmos, de me mettre en harmonie en fait, d'écouter aussi mon intuition, être beaucoup plus dans l'intuition, sortir du malaise. En fait, voilà, tout ça, c'est des archétypes qui sont dans mon profil, et pour découvrir en fait les joies de la vie en fait. Mais tout ça, je découvre la joie de vivre parce que je suis à l'écoute de ce qui est juste pour moi, et que j'arrête en fait de sans arrêt être en mode réaction, euh, impatience, impulsif, euh, voilà, sans arrêt euh, me forcer à faire les choses. Non, il n'y a rien à forcer en fait. Il y a juste à juste suivre en fait l'énergie. Ah ouais, là il y a une énergie, là il y a quelque chose de bon pour moi, ok, j'y vais. J'écoute, je transforme aussi les épreuves en cadeaux. Je vois que euh, mon mari me quitte, bah je sors en fait de cette mode de victime, et je vois ça comme une opportunité en fait. La vie me veut du bien, la vie me montre le chemin, tu vois? Et c'est ça en fait, aussi à partir du moment où je découvre en fait, et je reviens à l'écoute des sensations à l'intérieur de moi, alors je reprends ma place. Et c'est ça, c'est à ce moment-là où je commence à devenir visible. Et je deviens visible aussi avec la troisième étape de 14 à 21 ans, qui est là le côté intellectuel, mental. Mais le mental étant au service, en fait, de mon intuition, de mon intériorité. Et c'est pas le cerveau qui décide, en fait. Je ne veux pas quelque chose. J'écoute mes désirs, et je me mets au service aussi. Ça, c'est vraiment, je le fais plus pour moi, je le fais parce que je sens que c'est ce vers quoi je dois aller. C'est mon âme. C'est à partir du moment où c'est mon âme en fait qui prend la guidance. J'écoute ma guidance intérieure. Et là, c'est la guidance intérieure qui me mène. C'est un voyage un peu, au départ, on a un peu l'impression de naviguer à vue. On ne sait pas où on va en fait. On ne sait jamais où on va. Et donc ça peut faire peur au départ, parce que waouh, je vais dans un endroit, là c'est inconnu en fait, puisque tu es la seule en fait à faire ce chemin-là. Tu comprends? T'es pas juste à faire comme tout le monde. Là, tu ne fais pas comme tout le monde. Tu vas prendre un autre chemin.
Donc ça peut faire très peur et traverser les peurs te permet, ça je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais va permettre d'ancrer justement ta présence. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux en fait. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas manifester ce que ton âme, ce que ton intuition te dit, plus tu vas recevoir des feedbacks. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire: «Ah mais c'était chouette, tu m'as aidé, tu m'as...» Et quand tu vas voir que ce que tu es fait du bien aux autres, que cette blessure finalement de rejet et tout ce que tu as vécu dans ta vie a fait de toi une super guérisseuse et que tout ça, tu peux le mettre au service des gens et que waouh, tu contribues à une réharmonisation en fait de plein de gens qui étaient malades, qui étaient pas bien, qui étaient waouh. Alors là, voilà, ça t'ancre, ça te redonne ta place. Cette notion de place, nos blessures. Donc, par exemple, pour Laurence qui a manifesté cette blessure en fait de l'invisibilité, je peux être sûre que cette invisibilité, eh bien, c'est un don pour Laurence. C'est-à-dire que derrière cette blessure de se sentir invisible, quand elle décidera en fait de se mettre en avant, et je le sais en fait, parce qu'elle l'a déjà vécu dans des groupes. Elle faisait partie des courageuses, j'ai envie de dire, parce que c'était une première pour moi de faire une, le stage cet été. Et à chaque fois qu'elle parlait, qu'elle était dans cette vulnérabilité, dans sa présence, dans qui elle est profondément, waouh, c'était guérisseur. Elle l'a déjà démontré, elle l'a déjà vu en fait. Mais il y a des fois où on peut être un peu dur avec nous-mêmes et se dire, bah non, 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 oui, bah ok, les circonstances étaient là, etc. Mais c'est pas moi, c'est pas si. Encore une fois, elle se rend invisible, elle se rejette elle-même, elle ne voit pas encore la grandeur, la splendeur de qui elle est. Mais à partir du moment où elle-même, en fait, se verra dans sa grandeur, se verra dans sa valeur, qu'elle sera touchée, en fait, par qui elle est, eh bien, elle n'aura qu'une envie, c'est de se montrer au monde, en fait. Et là, paf, voilà, elle sera sortie, en fait, de sa blessure d'invisibilité. Et elle manifestera et elle aura vraiment des feedbacks. Et c'est parfois la troisième étape qui est la notion de manifestation. Savoir qui on est, etc. C'est super. Faire ce travail intérieur avec une coach, un thérapeute, c'est super. Mais il y a la troisième étape qui est fondamentale. C'est, OK, je le transforme en vocation. Je le mets au service des autres. Ça, c'est vraiment hyper important. Se sentir au service des autres, recevoir en fait le retour, ne pas être dépendant non plus des autres, hein. Il n'est pas question d'être dépendant du retour de ses clients parce que là encore, on va parfois vivre quelques petites épreuves, des personnes qui vont te renvoyer que bah, ce que tu fais est pas assez bien, surtout au départ. Moi, c'était ma première cliente, bam, est venue bien frapper sur ma blessure d'illégitimité. Mais quand j'ai transmuté ça, je me suis dit, ok, bah, c'est son point de vue, mais je continue. Et bam, et là, nouvelle cliente bah, qui m'a renvoyé que je l'avais vraiment beaucoup aidée. Et waouh, bah, ça m'a renforcée en fait dans mon je suis. Et petit à petit, parce que évidemment, quand on démarre, il faut accepter aussi de démarrer petit, de pas être au top. Ça fait partie aussi du chemin, hein, et d'être dans cet apprentissage. Ok, je continue et j'apprends et je continue à me former et je perçois que de plus en plus, bah, les résultats sont plus alignés avec bah, ce que je souhaite apporter au monde. Waouh! Et à ce moment-là, bah, c'est cadeau. Et là, bah, on est, on existe, on est présent. L'important, c'est que tu te vois. Tu vois? C'est ça qui est important.
c'est que tu te vois, que tu vois en fait, quand tu te regardes dans une glace. Et ça peut être vraiment un premier exercice très puissant. Tous les jours, tu te regardes dans une glace, mais est-ce que tu te regardes vraiment? De passer 10 minutes, peut-être au départ ça va être 2 minutes, combien de temps tu restes devant ta glace, à te regarder. Comment tu te regardes? Comment tu te vois? Et si tu es devant cette vidéo et que ça te parle, tout ce que je viens d'explorer, cette blessure en fait de ce je suis, de cette valeur de soi, je t'invite à te mettre devant peut-être voilà, une glace ou de simuler justement une vidéo, de te mettre, de prendre Zoom. Je pense qu'en version gratuite, ça doit marcher, et de t'enregistrer, de faire une vidéo. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au monde? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ou simplement juste de te regarder, d'être toi avec toi-même. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois? Déjà de voir, de te définir. Tu as les cheveux comment? Tu as le nez comment? De te regarder vraiment. Je me souviens d'une expérience qu'on a faite comme ça quand je me suis formée avec les cartes Point of View que j'utilise régulièrement. Il y a un des produits de Point of View où il y a un miroir. Et il y avait cette expérience du miroir où on te présente en fait le miroir devant toi. Et celle qui porte le miroir, qui te renvoie le miroir, elle dit ce qu'elle voit. C'est la première fois qu'on m'a dit que on voyait une chamane. Waouh, ça m'a touchée. À l'époque, je me prétendais pas du tout chamane. Et quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis dit non, j'ai du mal à entendre. J'ai du mal à entendre, en fait. Et le fait que quelqu'un me dise, en fait, ce qu'elle voyait, c'était super puissant. Et après, bah, de le faire, moi, de le faire pour elle et de voir que, évidemment, ce que je voyais en elle était aussi ce que je voyais chez moi. Finalement, il y avait toujours ce miroir. Tu choisis jamais les gens par hasard. C'est super puissant, quoi. Et ça fait partie de maintenant ce que je propose aussi dans mon accompagnement. À la fin, je dis comment je vois la personne et c'est waouh, c'est souvent vraiment super touchant. Voilà, les propositions du jour. J'espère que cette deuxième vidéo t'aura éclairé et un petit bonjour, un gros voilà, un gros cœur en particulier donc à Laurence qui m'a inspiré ces deux vidéos, mais aussi à vous tous, vous toutes qui êtes là à me soutenir, à regarder mes vidéos, à me renvoyer aussi des messages et je vous aime. Merci.